pour une femme, il est important de pouvoir soi-même développer ses compétences de sorte à pouvoir assurer sa carrière en quoi c'est ce qu'on planifie de faire. Alors, comment est-ce qu'on trouve sa mission de vie? En réalité, une mission de vie, elle ne se cherche pas, elle ne se trouve pas. Elle se révèle à nous, au temps opportun. Tout est possible. Tu peux construire ce que tu veux. Yes. Si tu es persuadé que tu en as les capacités et que tu mérites d'obtenir ce que tu souhaites obtenir. Et il ne faut jamais, jamais négliger les petits débuts. Le miracle est dans le premier pas. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une femme inspirante. Une femme qui incarne à la fois l'audace, l'excellence et l'équilibre. Jeanne Sissoko Zézé, elle est coach en développement personnel, praticienne en programmation neurolinguistique. C'est une grande passionnée de potentiel humain. Elle accompagne depuis plusieurs années les individus en quête d'authenticité et de transformation. Son expertise aide ceux qui peinent à s'affirmer, à clarifier leur identité personnelle, à dépasser leurs croyances limitantes et révéler leur plein potentiel. Elle est la fondatrice des événements de coaching Transformation Day, 5 éditions à Abidjan et rayonnées qui se sont tenues à Paris et à Ouaga. Des rendez-vous reconnus pour leur approche immersive et puissante destinée aux professionnels et entrepreneurs cherchant à surmonter leurs croyances limitantes et leurs peurs, cherchant à développer un mindset de croissance pour révéler leur plein potentiel. Elle est également directrice générale de Reflet Consulting, un cabinet spécialisé en stratégie de marque et en expérience client, où elle met à profit son sens aigu de la stratégie, de l'innovation pour accompagner les entreprises dans leur croissance et leur impact. Jeanne Sissoko Zézé est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion commerciale et finance de l'Institut des hautes études de Tunis et d'un diplôme d'ingénieur financier de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Elle a mené une brillante carrière de banquier spécialisé en solutions de couverture de risques et en investissement structuré au sein de la filiale ivoirienne de la Standard Chartered Bank. De sales manager, elle est passée en quelques années au poste de directrice des ventes au département des marchés financiers avant de démissionner en 2016 pour embrasser sa mission de vie. Et au-delà de ce parcours impressionnant, elle est aussi épouse et mère de 2 enfants, prouvant ainsi qu'il est possible de bâtir une carrière d'exception tout en trouvant un équilibre dans sa vie personnelle. Comment a-t-elle osé sortir de sa zone de confort? Quelles ont été ses plus grandes leçons? Comment inspire-t-elle aujourd'hui d'autres femmes à croire en elles et à oser briller? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet échange inspirant. Bienvenue dans Business au féminin. Alors, bonjour Jeanne, comment tu vas? Bonjour Esther, je vais très bien. Je suis très contente d'être ici et puis mais très impressionnée par la présentation tout à l'heure. C'était très bien, excellent. Merci. En tout cas, merci d'être sur ce plateau. On est aussi très honorés d'avoir une femme d'impact comme toi qui vient encourager toutes ces femmes qui suivent cette émission. Et on espère en tout cas pour vous qui nous suivez que vous ressortirez avec beaucoup de leçons. Donc, comme on le fait dans cette émission, prenez un stylo. Prenez une feuille de papier et notez tout ce que Jeanne dira aujourd'hui. C'est compris? Jeanne, tu es très connue aujourd'hui et beaucoup de femmes te prennent comme une source d'inspiration, comme un modèle de réussite. Alors aujourd'hui, on va voir le parcours derrière toute cette réussite. On veut tout savoir, mais vraiment savoir comment tu as fait pour arriver là, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, comment est-ce que tu t'es relevée. Et aujourd'hui, on dira à une femme que ce n'est pas parce que c'est Jeanne Sissoko Zézé, mais c'est parce que derrière, elle a travaillé. Donc, je te laisse nous faire une petite présentation de toi, parce que peut-être que je n'ai pas tout dit. Est-ce que tu peux nous dire qui est Jeanne Sissoko Zézé? Mais tu as dit, je pense que tu as dit des choses qui étaient très, très, très intéressantes et importantes à savoir. Mais au-delà de tout ça, Jeanne Sissoko Zézé, c'est une jeune dame qui a longtemps cherché sa voie, qui n'a pas toujours été la femme pleine d'assurance qu'on connaît aujourd'hui, qui est passée par pas mal de difficultés en termes d'affirmation de soi, de confiance en soi,
et qui a dû travailler sur elle-même, qui a dû découvrir qui elle est véritablement, découvrir son identité personnelle et apprendre justement à s'affirmer en tant que femme dans toute son authenticité. Et également qui a eu, je pense, le privilège de découvrir sa mission de vie il y a quelques années maintenant. Et je pense que j'ai l'une des plus belles missions de vie. Wow. Parce qu'une mission qui permet de transformer les gens, de les aider à se débarrasser de leurs peurs, de leurs croyances limitantes et à révéler leur plein potentiel. Je pense qu'il n'y a pas plus belle mission que celle-là en réalité. Non, mais c'est super parce que, parlons de mission de vie, toutes les personnes autour de moi qui ont trouvé leur mission de vie, tu vois, elles commencent à rayonner. On voit un avant, un après, parce que là, la personne est dans son couloir et c'est comme si tout s'alignait en fait pour emmener la personne vers ses objectifs. Alors, avant d'arriver à ta mission de vie, comment tu l'as découvert, on va repartir un peu en arrière. Donc, tu vas nous parler un peu de ton parcours. Où est-ce que tu as fait l'école? Où est-ce que tu es née? Parce que là, on a l'impression que tu viens d'une autre planète. Dis-nous tout. Ben, je suis née à Marcory. Je suis née dans on va dire dans une famille assez modeste, dans un environnement familial qui n'était pas très aisé. Et j'étais une petite fille et une jeune fille ensuite qui était assez calme, assez réservée, à la limite même introvertie. Et j'ai fait donc un collège de jeunes filles, donc le collège et le lycée à Notre-Dame-du-Plateau. Et à l'époque, moi, ce que je voulais faire, c'était le marketing et la communication. Mais à l'époque, c'était complètement saturé. Et donc, mon environnement familial, qui était complètement de bonne foi, me disait, mais non, tu ne peux pas aller faire ça, tu n'auras absolument pas de débouchés. Donc, on va faire de la comptabilité. C'est ça, les métiers d'avenir. Et donc, après le bac, je m'inscris donc au CPDEX. Je me dis, mais tant qu'à faire la comptabilité, autant faire le top. Donc, je me dis, je vais aller faire l'expertise comptable. Mais là, ça a été la claque. J'ai eu les 2 années les plus catastrophiques de tout mon parcours. Wow. Académie, j'avais l'impression qu'on avait complètement aspiré mon intelligence. À ce point-là. Non, mais je ne comprenais absolument rien parce que ce n'était pas moi. Ça ne me correspondait pas, ça ne correspondait absolument pas à ce que je voulais faire. Donc, à partir de là, donc, je fais 2 années, comme j'ai dit, assez catastrophiques. Et je me dis, il faut quand même que j'avance, il faut que je trouve du boulot. Oui, pour aider dans le contexte familial dans lequel j'évoluais. Et donc, j'entre à Air Ivoire à l'époque comme assistante de la responsable des ventes. Je fais 1 an là-bas et c'est là que je rencontre mon époux. Qui n'est autre que Monsieur Stanislas Zézé, à qui on fait un gros coucou. Et qui, lui, à l'époque, bossait pour la BAD. Donc, c'était l'année de la délocalisation de la BAD, donc en 2002. Donc, on se marie quelques mois après notre rencontre. Je vais m'installer en 2003 en Tunisie où nous ne pouvons pas travailler à cause des restrictions locales. Je m'inscris dans une école pour faire donc mon diplôme en gestion commerciale et financière. Et ensuite, quand on rentre à Abidjan, je me dis, j'ai du potentiel. Il serait quand même dommage que je m'arrête à ce niveau-là. Donc, je décide de reprendre les études, étant enceinte, parce que je tombe enceinte dès qu'on revient sur Abidjan. Et je m'inscris donc à l'antenne de l'INPHB à Abidjan au CETIC pour faire un diplôme d'ingénieur financier. Étant enceinte? Étant enceinte. Wow. La première année, j'étais enceinte, donc c'était les cours alors que j'avais envie de dormir, j'avais les nausées, les malaises, etc. Mais je me disais, mon avenir en dépend. On peut être marié, certes, être quand même dans un environnement qui est assez confortable, mais pour une femme, il est important de pouvoir soi-même développer ses compétences de sorte à pouvoir assurer sa carrière, en tout cas quand ça se planifie de faire. Alors là, il y a un point qui m'interpelle, c'est que tu es déjà mariée, tu as quand même le petit confort qui va avec, tu es enceinte, et là, tu te dis, il faut que je reparte à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu cherchais en fait? C'est pour la petite histoire, quand j'avais 19 ans, je disais tout à l'heure que j'étais quelqu'un d'assez timide et réservé, et j'adorais la lecture.
Je lisais énormément de livres, et puis c'était quand même des romans à l'eau de rose, parce que j'étais une grande rêveuse, une grande romantique. Et puis, dans un étal de livres, je tombe sur 2 bouquins. Donc, il y avait L'Alchimiste de Paulo Coelho et il y avait Le Millionnaire de Mark Fisher. Et donc, je lis la préface, etc. Ça a l'air de m'intéresser et je me plonge dedans. Et j'avoue qu'à l'époque, ça a changé ma manière de voir les choses. Déjà sur le fait que chacun de nous a une mission de vie, donc une légende personnelle à accomplir, et qu'il est inconcevable de partir de cette terre sans l'avoir accompli. Et dans le 2e bouquin, j'apprends que, quelles que soient les circonstances de notre vie, on est en capacité de peindre le tableau de sa vie. Et en tant que peintre du tableau de sa vie, il nous revient d'en faire un chef-d'œuvre. Et à partir de ce moment-là, je me dis, les circonstances de ma vie ne sont pas favorables, mais ça ne me définit pas. Et j'ai le devoir, en tout cas, la responsabilité de faire tout ce que je peux pour aller aussi loin que mon potentiel le permet. Et c'est ça qui m'a conduit justement dans ma réflexion, dans les décisions que j'ai prises, et notamment la décision de reprendre des études, étant mariée, étant enceinte, et de me dire, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Et après, je ne pourrais en vouloir à personne si je n'atteins pas mes objectifs, parce que moi-même, je n'aurais pas fait les efforts qu'il faut pour pouvoir y arriver. Donc, c'était donc après ce diplôme-là, ce que je souhaitais, je me suis dit, bon, OK, je fais de la finance, parce que contrairement à la comptabilité, c'est quand même plus large, il y a quand même un aspect interaction, etc. Et je me dis, je veux rentrer en banque. Je veux rentrer en banque, mais pas dans n'importe quel département. Je veux aller travailler dans un département, dans une salle de marché, parce que je voyais Wall Street, etc. J'étais trader, je voyais les bons bonus, et je me disais, oui, ça, quand même, ça peut me correspondre. Et donc, même quand je rentre à la Standard, au début, j'entre comme stagiaire au département financier, parce que c'est là où il y avait l'opportunité de stage. Mais j'avais, moi, mon plan en tête. Tu savais où tu partais. Donc, je passais tout mon temps à la salle de marché. Ah oui. À apprendre ce qu'ils faisaient. Chaque fois qu'il y avait des rapports à faire au département financier qui les concernait, tu te proposais. Mais je me proposais. Parce que je me suis dit, je veux mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir entrer dans ce département-là. Et donc, l'une des personnes avec laquelle je travaillais au département financier s'est retrouvée en train de devenir donc, directeur des ventes en salle de marché. Et on avait tellement bien collaboré ensemble que lorsqu'il a eu besoin d'une sales, évidemment, il s'est dit, je veux Jeanne. Et donc, quand je fais l'entretien, bien entendu, j'ai eu le temps de me préparer, de comprendre des produits, etc., d'apprendre. Donc, c'est là où j'ai pu saisir l'opportunité d'entrer en salle de marché et puis gravir les échelons jusqu'à ce poste de directrice des ventes. Alors, moi, je pense que c'est pas que l'opportunité s'est juste présentée, c'est que tu t'es préparée en attendant l'opportunité. Si tu n'étais pas prête, l'opportunité allait passer, mais tu n'allais pas la saisir. Exactement. Donc, à une femme qui nous suit aujourd'hui, que tu sois salarié ou entrepreneur, tu veux gravir les échelons, on sait qu'il y a peut-être des plafonds de verre, mais qui se dit... oui, c'est pas possible, tout compte fait, je vais jamais y arriver. Qu'est-ce que tu fais ? Comment est-ce que tu te prépares pour attendre que l'opportunité arrive? Et du coup, là, tu deviens sales dans la salle de marché finalement. Comment ça se passe? Mais j'adorais ce que je faisais. J'adorais ce que je faisais. Et tout le monde disait, s'il y a quelqu'un qui ne va pas démissionner de cette banque, c'est Jeanne. Et c'était vrai à l'époque. Parce que je ne supporte pas de faire les choses à moitié. Et je ne pouvais pas concevoir d'avoir une transaction d'un client et puis que ceux qui sont censés dénouer la transaction, par exemple aux opérations, rentrent chez eux. Enfin, je me suis dit non. Il faut rester jusqu'à ce que ça se fasse. Parce que le client attend, il doit payer ses fournisseurs à l'étranger, son business en dépend, etc. Donc, j'étais vraiment très à cheval, j'étais vraiment très à fond sur ça. Et honnêtement, j'adorais ce que je faisais et je ne m'imaginais même pas faire quelque chose d'autre. Pour moi, c'était tout ce que je savais faire. C'était tout ce que j'avais comme passion, c'était tout ce que j'avais comme talent. Tout tournait autour de mon métier de banquier. Et du coup, à quel moment vient ce déclic-là? Le déclic, il arrive au moment qui était prévu. Parce que je suis persuadée que la mission de vie
elle commence ou elle se révèle à un moment bien précis. Yes. Ni avant, ni Et après. Et il faut pouvoir être attentif aux signes. Et à un moment, ben, j'avais vraiment l'impression, et au-delà même de l'impression, ce que je ressentais, c'est que je n'aimais plus ce que je faisais. Je n'avais plus cette passion, je n'avais plus cet enthousiasme. Je me demandais, mais ce que je faisais là, j'étais complètement chamboulée à l'intérieur de moi. Ça faisait plus sens pour toi. Ça faisait plus sens pour moi. J'étais plus alignée, j'étais complètement chamboulée et j'avais là cette impression que j'étais plus à ma place, que j'étais appelée à faire quelque chose d'autre. Mais la grande question, c'était, mais quoi en réalité? Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ton témoignage. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis passée par là aussi, que j'ai démissionné de la banque il n'y a pas longtemps, où en fait, tu sais que tu n'es plus à ta place. En fait, parfois, tu ne peux pas expliquer, mais tu le ressens. Tu le ressens. On t'a rien fait. On t'a rien fait. Du tout. Mais voilà, tu sens qu'il y a quelque chose qui doit sortir, mais tu n'es plus dans l'environnement qu'il faut. Et peut-être à une femme qui nous écoute et qui traverse ce même type de situation, comme elle dit, il y a ce moment-là où tu sens la chose. C'est ni avant ni après. Si tu pars avant, il y aura peut-être, voilà, ne sois pas dans la précipitation, dans l'émotion. Il faut vraiment peut-être prier pour ceux qui sont croyants ou t'écouter et savoir que là, c'est le moment. Par contre, quand c'est le moment, il ne faut plus tarder. Parce que plus tu tardes, tu rentres dans un engrenage où, au final, tu vas rester là. Et là, tu fais le grand saut. Avant de faire le grand saut, il fallait que je découvre ce que c'était. Ouais. Mais ma chance, c'est que comme j'avais déjà cette compréhension plus ou moins de ce que c'était que la mission de vie, la légende personnelle, mais ça m'est apparu de manière très claire que ça devait être ça. Que c'était probablement parce que j'étais arrivée à ce carrefour-là où je devais prendre la décision de m'orienter vers ma mission de vie que je me retrouvais chamboulée. Parce qu'on se retrouve chamboulé justement parce qu'on a besoin de se poser, pour se poser les bonnes questions. Tant que tout est bien, tant qu'on est dans sa zone de confort et qu'on est à l'aise, mais à aucun moment on a envie d'avoir cette introspection qui est nécessaire à ce moment précis. Et donc là, mais je me pose mes 1001 questions, j'en perds le sommeil à savoir, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon talent? Je ne me connais aucun talent en dehors de ce que je fais à la banque. Je ne me connais aucune passion parce que j'étais quelqu'un en réalité de dépassionné. En dehors de ce que je faisais, de ma famille, rien ne m'intéressait. La vie des gens ne m'intéressait pas, je ne me connaissais pas d'empathie particulière, de capacité à l'écoute, etc. En ce moment-là, si quelqu'un m'avait dit toi, tu seras coach. Je dis, mais tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vois en moi qui correspond aux caractéristiques d'un coach? Mais je n'avais absolument aucune idée. Et tu as dit tout à l'heure quelque chose d'important. Tu as dit qu'il faut prier. Et on n'est pas venu sur la terre par hasard. On a été envoyé par notre Créateur pour accomplir quelque chose de particulier. Et je pense que personne n'a plus intérêt que lui à ce qu'on découvre ce qu'on est venu accomplir et qu'on se mette véritablement dans la démarche de l'accomplissement de cette mission. Et donc, lui demander ce que c'est, à ce moment-là, il répond. Et il répond à travers des personnes, à travers des situations qui vont te permettre de pouvoir finalement déceler par quel chemin tu dois passer, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Et ce qui dépend de toi en ce moment-là, c'est d'être disposé. C'est ça. C'est de te dire, OK, je suis prête, je suis prêt à m'abandonner. Quoi que ce soit comme mission, je te fais confiance. Fais-moi découvrir ce que c'est et je sais que tu me mettras à main les instruments, les moyens nécessaires pour que je puisse l'accomplir. Alors, ce que tu dis est tellement, tellement puissant, tu vois. En même temps, c'est pas facile de lâcher prise comme ça, de se lancer dans l'inconnu finalement. Mais justement, quand on est croyant, on se dit, on sait qui nous a créés. Comme tu dis, c'est un peu lui qui a la notice en fait. Donc, il sait exactement ce que tu dois faire. Et quoi de mieux que de lui demander? Et il y a plein de femmes qui ont cette peur, mais cette boule au ventre de se dire, mais et si ça ne marche pas? Et si on se moque de moi? Et le regard des autres? Est-ce que tu as connu ça? Oui, forcément. Forcément, parce qu'on est habité, par des peurs, par des doutes, par des croyances limitantes.
qui se construisent au fur et à mesure de notre enfance, notre adolescence, sur la base d'événements, d'expériences qu'on a vécues, qui ont finalement défini une manière assez négative qu'on a de se voir, de ce qu'on peut considérer comme étant notre capacité à accomplir les choses, à obtenir des choses de la vie et même à mériter certaines choses de la vie. Et moi, j'avais ces peurs-là. La peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur du manque, qui est une peur que j'ai traînée pendant très longtemps, depuis quasiment mon enfance. Et tout ça, ça t'habille, tu te poses tout ça, ça t'habille, tu te poses 1001 questions. Mais je pense que ce qui m'a beaucoup aidée en ce moment-là, c'était quand même le support de mon mari. Le fait de savoir que, quelle que soit la décision que j'allais prendre, ben, il était là, il allait assurer ce qu'il y avait à faire. Et puis, voilà, il allait me permettre, en tout cas, de pouvoir prendre le temps que ça devait prendre avant de me lancer pleinement dans ce que j'allais finalement découvrir. Et donc, voilà. Donc, la vie a mis tout en œuvre pour que je découvre ce que c'était que ma mission de vie à travers une personne, mais qui, de manière complètement incroyable, extraordinaire, qui me contacte. Et finalement, je me retrouve en train de coacher cette personne de manière informelle sur des problématiques qu'elle a. Et puis elle me disait, non, je pense que tu es la seule personne qui peut m'aider à faire ça. Et puis au début, je me dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi moi qui suis quelqu'un de tellement détaché par rapport aux autres? Et puis quand je fais ça, quand on fait nos discussions, etc., de manière, comme je l'ai dit, complètement libre, là, comme ça, je me rends compte que... Il y a plein de choses. Ce que je ressens là, en ce moment-là, ça n'a pas de prix. Et je me dis, ça, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Même si on ne me paye pas, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je pense que là, ça rejoint un peu l'un des critères quand on cherche un peu sa mission de vie. Moi, je peux faire des émissions toute ma vie, même si on ne me paye pas. Exactement. Et c'est tellement vrai ce que tu dis. Avant que tu ne continues, je reviens rapidement sur un point que tu as souligné, le soutien de ton mari. Alors, il y a beaucoup de maris qui passent leur temps à décourager leurs femmes. Ah, tu vas encore faire ce projet-là, ça va échouer comme les autres. Il y en a même qui vont jusqu'à tenir des propos pas très corrects. Tu es une bonne à rien, ça va pas marcher comme tous tes autres projets. Ou il faut que tu restes à la maison, t'occuper de la cuisine, des enfants. Qu'est-ce que tu peux dire à une femme aujourd'hui qui a été tant blessée, tant reprimée de la sorte par son mari ou son entourage et qui aujourd'hui ne croit même plus en elle, en fait, pour se lancer? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que les gens disent, en réalité, n'est que le reflet de leurs propres peurs, de leurs propres insécurités, de leur propre perception. Et ce qui se passe, c'est qu'on ramène ça à nous, mais ça n'a rien à voir avec nous. Et quand quelqu'un remet en question ce que toi, tu sais avec conviction est ta mission de vie, quelque part, c'est normal. Parce que la personne n'a pas ta vision. La personne n'a pas ce feu-là qui brûle en toi. Donc, elle va te donner même des conseils, peut-être de bonne foi, de manière un peu abrupte, certes, mais sur la base de ses propres limitations, de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle a l'habitude de voir, de ce qu'elle même sait de toi ou de ce que tu as été jusqu'alors. Alors que quand ta mission de vie se révèle, tu deviens une toute autre personne. En réalité, tout le talent, le potentiel, les capacités qui ont été mis en toi dès l'origine, mais c'est en ce moment-là que ça se révèle. C'est en ce moment-là que tu fais des choses que tu n'imaginais même pas, toi, être capable de faire. À plus forte raison, les autres. Moi, être là, parler comme ça avec aisance, pour moi, c'était même pas possible. Parce que la prise de parole en public, c'était une de mes hantises. Même quand j'étais à la banque, je le faisais, mais c'était pénible. Il y avait le stress, la pression, etc. Mais aujourd'hui, je reste toute une journée en train de parler pendant la Transformation Day, avec juste les grandes lignes. Mais parce que ce que je fais, ça fait partie de mon ADN. C'est ma raison d'exister. Et ça a besoin justement de cette capacité de pouvoir m'exprimer, transmettre des émotions, etc. Donc, ça devient fluide. Donc, en réalité, il ne faut pas en vouloir aux gens de ne pas nous encourager parce que elles sont ce qu'elles sont, elles ont leurs propres limitations. Mais maintenant, est-ce qu'on a le droit de se laisser arrêter et ne pas accomplir sa mission de vie sous le prétexte que
les autres n'ont pas cru en nous et les autres ont essayé de nous décourager. Non. On n'a pas ce droit-là. Parce que quand tu as une mission de vie, tu as également des personnes qui sont en attente de ton aide. Enfin, peu importe ce que ce soit travailler dans un poste bien précis en entreprise, que ce soit monter un business, devenir entrepreneur, etc., tu as toujours ta cible qui est en attente là dans ton couloir. C'est ça. Et donc, tu as une responsabilité également vis-à-vis de ces personnes. Ah, ça, c'est fort. Imagine si à l'époque, je m'étais laissée complètement freiner par la vie des autres, par la peur du regard des autres. Imagine. Toutes ces personnes, tout ça. toutes ces personnes qui ont été transformées par mes sessions individuelles, par les événements rayonnés, la Transformation Day. Imagine toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles seraient devenues? Et ça, c'est une lourde responsabilité. Alors, pour une femme qui vient d'écouter ça, en fait, il ne s'agit même plus de toi. Il s'agit de la responsabilité que tu as, comme elle le dit, d'être dans ton couloir et d'impacter les personnes qui attendent que tu te mettes en action. Donc, si tu écoutes ce podcast, que rien ne se passe dans ta vie, il y a un problème. Il y a peut-être un sorcier qui est assis sur ta vie quelque part là-bas. Mais voilà, il faut te lever et puis aller chercher sa mission de vie. Mais finalement, comment est-ce qu'on trouve sa mission de vie? En réalité, une mission de vie, elle ne se cherche pas, elle ne se trouve pas. Elle se révèle à nous. Wow. Au temps opportun. Il faut juste être disposé au moment où on ressent le déclic. Et travailler à se départir de ces peurs. Les peurs sont là, mais de se dire, les enjeux sont plus importants. Et au-delà de ça, une mission de vie, c'est quelque chose que tu es destiné à faire, à accomplir. Donc, en réalité, il n'y a pas d'échec possible. Il y aura des difficultés, des obstacles, mais ça fait partie du process. Ouais. Les difficultés, les obstacles et ce qu'on appelle les épreuves ont justement pour rôle de décanter en toi toutes ces capacités, tout ce talent, ce potentiel qui a été mis en toi et qui a besoin d'expériences qui vont te choquer, qui vont te challenger pour que tu puisses faire ressortir ça. Donc, il y aura tous ces éléments-là, mais il n'y a pas d'échec en réalité. Parce que je pars du principe que le créateur ne peut pas t'avoir pris le temps de te créer. Il a pris le temps de mettre en toi du potentiel, des talents. Et puis que tu découvres ta mission de vie et puis qu'elle échoue. Non. Ça n'a pas de sens. Impossible. C'est impossible en réalité. Donc, ne serait-ce que avoir cette conviction de se dire, je ne me suis pas envoyée. La personne qui m'a envoyée va mettre en place les moyens qu'il faut pour que je puisse l'accomplir. Ça change tout. Et c'est un peu comme si tu as une lettre de mission du président qui t'envoie. Donc, quand tu arrives, en fait, déjà, même avec la lettre de mission, c'est ton laissez-passer. Ça t'ouvre les portes. Ouais. Et on sait que c'est même pas toi qu'on regarde, on voit le président dans la lettre de mission que tu as. Exactement. Non, là, tu as très bien imagé. Là. Waouh, super. Donc, mesdames et messieurs aussi, parce qu'on s'adresse aussi aux hommes, on espère que vous allez pouvoir, non pas trouver, mais que votre mission de vie va se révéler. Donc, soyez très attentifs, soyez à l'écoute, comme elle a dit. Et puis, quand ça sera le bon moment, on va passer à l'action. Du coup, là, tu passes à l'action, tu commences tes entreprises. Comment ça démarre? Donc, je commence avec... donc, je montre Reflet Consulting. Et j'essaie quand même de coupler, on va dire, mes deux passions. Tout à l'heure, je disais, quand j'étais au collège, j'étais passionnée. Je voulais faire de la communication et du marketing. En plus, donc, du développement personnel qui se révèle à moi comme étant ensuite ma mission de vie. Donc, je me dis, mais je vais essayer de coupler les deux. Donc, je montre Reflet Consulting et je me dis, je vais faire du branding. Donc, donc à la fois du corporate branding, donc qui est de la communication et du marketing également de manière assez approfondie, et du personal branding qui est de développement, la construction d'images de marque pour les individus. À l'époque, je me dis, c'est ça qui peut marcher, c'est ce dont les gens ont besoin. Et donc, je vais me faire former à Londres pour pouvoir le faire. Et je commence, mais il est important de savoir que je commence sans être tout à fait prêtre, en réalité. Celle qui attend d'être prête, que tout soit parfait, là. Celle qui attend que tout soit parfait. Quand on attend que tout soit parfait, en réalité, ce n'est que le reflet
de nos peurs. Qui fait que, ben voilà, on retarde l'échéance en se disant que je dois accumuler des connaissances, des compétences, etc. Il faut commencer avec ce qu'on a. Yes. Et au fur et à mesure, on continue de se former, on adapte sa stratégie, on aborde le marché, donc ça nous permet de savoir mais comment est-ce qu'on arrive à affiner les choses et tout. Et donc, je commence là comme ça, en faisant donc du coaching en personal branding. Et de plus en plus, je me rends compte que, au-delà d'apprendre aux personnes à savoir s'affirmer, se démarquer, notamment dans leur sphère professionnelle, ben, il y a beaucoup d'insécurité personnelle qui empêche justement ces personnes de s'affirmer de manière authentique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se fabriquent une image, mais qui ne correspond pas à ce que ces personnes sont. Donc, elles vivent une vie malheureuse parce que tu ne peux pas porter un masque éternellement. Le soir, quand tu enlèves le masque, tu es face à toi-même et tu vis dans la hantise que les gens découvrent qui tu es vraiment et que tu n'assumes pas. Yes. Et c'est là où je commence à aller plus en profondeur dans mes accompagnements, me disant, il faut que j'aide les personnes à véritablement s'assumer, s'accepter et surtout faire cette introspection pour faire ressortir les peurs profondes, les croyances limitantes et apprendre à les surmonter. Et c'est là que je fais la formation en PNL, donc en programmation neurolinguistique. Et en réalité, je me suis formée moi-même pendant que j'étais en train d'acquérir des outils pour mes clients. Donc, ce sont des outils que j'ai expérimentés. Parce que moi, j'avais mes peurs, j'avais mes croyances limitantes également. Et ça m'a permis de pouvoir les utiliser et de savoir exactement mais quels peuvent être les freins, surtout dans notre environnement africain où on a des croyances particulières, des perceptions particulières. Donc, quels peuvent être les freins? Comment est-ce qu'il faut présenter les choses? Comment est-ce qu'il faut, je dirais, apprêter des personnes à appréhender tous ces outils-là. Et ça m'a moi-même, en tant que personne, énormément aidée. Donc, j'ai grandi en réalité avec mes coachés. Oui, j'ai appris en même temps. Et c'est ce qu'il faut avoir en tête. Ne pas se dire, j'ai la science infuse. Non. On est des êtres à potentiel exponentiel. Donc, il n'y a pas d'idéal. On n'atteint pas un cap à un moment en se disant, OK, je suis complètement arrivée, je suis au top. Non, on continue d'apprendre et à chaque fois qu'on est face à des expériences, mais il y a des peurs qui vont surgir, il y a des croyances limitantes qui vont surgir, mais quand on connaît le process, en ce moment-là, on arrive à les surmonter. Donc, c'est ce qui me permet aussi de bien affiner mes programmes d'accompagnement pour permettre à des personnes de pouvoir effectuer de vraies transformations. Oui. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai envie d'appeler même mes premiers coachés pour leur dire « S'il vous plaît, revenez » parce qu'il y a beaucoup de choses encore que je veux vous apprendre. Mais je veux dire, si j'avais attendu de connaître tout ça, je n'allais jamais me lancer. Tout se fait en chemin. Tout se fait progressivement en chemin et il ne faut jamais, jamais négliger les petits débuts. Je pense que le miracle est dans le premier pas. Yes. Une fois que tu fais le premier pas, tout se déclenche. S'il vous plaît, notez ça. Le miracle est dans le premier pas. Waouh, c'est fort ça. Alors, tu sais, lors de Rayonner à Paris, tu nous avais fait faire un exercice très bizarre. Donc, Jeanne nous dit pendant l'événement, on va faire une expérience. Fermez les yeux. Donc là, à ce moment, moi, je ferme un œil comme ça. Et tendez la main. Tu te rappelles de ça? Tendez la main. Et maintenant, tournez la main derrière. Oui. Donc, elle dit, allez, poussez. Donc là, ta main arrive là. Elle dit, vous regardez bien le point où vous avez laissé la main. On regarde. Et là, on entre dans une phase de coaching PNL où elle commence à nous reprogrammer en direct. Donc là, on commence à penser à d'autres choses. Je ne vais pas vous spoiler le truc, vous pourrez la contacter. Et la fois d'après, quand on refait l'exercice, en fait, tout le monde était choqué. Le bras est allé beaucoup plus loin que la première limite qu'on avait. Juste en 5 minutes. Et quand moi, je suis sortie de là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Tout est dans ma tête.
Si je décide que les choses changent, je peux tout faire. Et entre rayonner Paris qu'on a fait il n'y a pas très longtemps et aujourd'hui... C'était en février. Ah, là, je vais comme une fusée, là. Non, mais c'est super. Et du coup, là, dans ce parcours-là, où finalement, tu décides de commencer, d'apprendre en même temps et de te lancer dans le coaching, est-ce qu'il y a des difficultés de parcours que tu rencontres déjà en tant que femme, déjà en tant que coach, et aussi comment tu les surmontes finalement? Mais il y a des difficultés inhérentes au parcours de tout entrepreneur. Donc, gérer une équipe, gérer même tout le modèle financier de son entreprise, avec des moments où tu te dis, ben, j'en peux plus, quoi. J'en peux Qu'est-ce que je plus. fais là? Qui m'a envoyé? Qu'est-ce Ouais. que je fais là? C'est difficile. J'avais mon métier à la banque qui était confortable, avec mes bonus Ouais. en fin d'année qui étaient super intéressants. Pourquoi? Mais après, tu te dis, en réalité, j'ai pas envie de faire autre chose Que ça. que ça. Et le point, c'est que, et tu l'as dit tout à l'heure, quand tu es dans l'accomplissement de ta mission de vie, tu n'as même pas l'impression que tu travailles. C'est ça. Mais tu fais Tu fais profites, les choses avec fluidité. Et c'est comme si c'est juste un démembrement de qui tu es. Et là, je me dis, non, c'est pas facile, mais ça fait partie du process. Et ce que je dois regarder, c'est pas les difficultés du moment, mais c'est la vision. La vision de moi, arrêter devant des milliers de personnes en train de les aider à changer leur mindset, à se débarrasser de leur peur, arriver à explorer leur plein potentiel. Je m'accroche à cette vision-là et je me dis, quoi qu'il arrive en ce moment, ça fait partie du chemin. Et les choses se passent exactement comme elles sont appelées à se passer dans ce parcours qui est déjà défini. Parce qu'en réalité, ce qui met des doutes, ce qui met des peurs, c'est qu'on veut maîtriser le comment. Comment est-ce que les choses se passent? Se faire, ouais. Et comment est-ce que les choses vont se faire? Nous, on ne l'entrevoit qu'à la lumière de ce qu'on sait, de nos expériences passées, de ce qu'on a vu faire. Mais ce n'est pas parce que ça se fait comme ça pour les autres que ça va forcément se faire de cette manière-là pour toi. Donc, quand on arrive à lâcher prise et à se dire, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais une chose, c'est que ça va se faire. Et en ce moment-là, quand les choses ne se passent pas exactement comme on l'a prévu, on ne reste pas braqué sur la porte qui est fermée. On se dit, bon, si cette porte est fermée, c'est que très probablement, je dois passer par une autre porte. Donc, on est plus ouvert. On regarde autre chose. On est plus sensible aux opportunités que de rester là, être braqué sur la difficulté, à être dans un état de victimisation, de lamentation, etc., et qui est ça, mais le chemin le plus sûr vers le non-accomplissement en réalité. Alors ça, c'est très puissant parce que pendant que tu parles de ça, je pense en même temps à ces femmes qui veulent évoluer professionnellement et il y a cette porte qui est fermée, où il y a ce plafond de verre. L'opportunité peut venir d'autre part, en fait. Ou même dans d'autres domaines, par exemple, une femme qui attend un enfant et qui, par voie naturelle, ne peut pas et est braquée. En fait, tant que tu restes braqué sur ça, ça ne viendra pas. Donc, le lâcher-prise dont tu parles, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent lâcher prise aujourd'hui. Ou même dans leur foyer, c'est compliqué, ça ne va pas. Et là, tu es à fond. Laisse le monsieur. Lâche prise, concentre-toi sur toi, sur ce que tu peux faire. Et tu verras que si ce n'est pas cette porte-là, tu vas passer par la fenêtre. S'il n'y a pas de fenêtre, tu vas créer un trou dans le mur. S'il n'y a pas de trou, tu vas disparaître. Mais en tout cas, tu trouveras une solution. Exactement. Parce qu'en réalité, il y a une infinité d'options et de potentialités. Et il faut être connecté à la bonne fréquence. Et un exemple que j'aime donner, je me dis, OK, quand on est devant un poste de radio, par exemple, même dans sa voiture, que tu veux mettre, je dis n'importe quoi, 90.0 parce que tu veux suivre une émission qui passe sur 90.0. Mais toi, tu es sur 91.0. Ce que tu vas entendre, soit c'est notre émission, soit ça sera des bruits parasites. Mais est-ce que ça veut dire que l'émission ne passe pas? L'émission passe. L'émission passe. Ceux qui ont capté la bonne fréquence, mais suivent l'émission. Mais c'est toi qui n'es pas sur la bonne fréquence. Donc souvent, quand on dit, oui, ma vie ne va pas, je n'ai pas les opportunités, etc., sur quelle fréquence tu es connecté?
Est-ce que tu es sur la peur? Est-ce que tu es sur la victimisation? Est-ce que tu es sur les plaintes, les lamentations à longueur de journée? Ou est-ce que tu es sur la gratitude, par exemple? Est-ce que tu es sur l'espérance et la conviction que tu es capable d'obtenir des choses et que tu mérites d'obtenir ce qu'il y a de mieux? Le mérite, c'est un gros problème. Est-ce que tu es en responsabilité? Ça veut dire que tu as conscience que la solution à tes problèmes ne viendra pas d'autres personnes, mais c'est toi qui es en capacité de pouvoir justement créer les solutions à tes problèmes. Là, tu es sur la bonne fréquence. Tu es sur la fréquence de la positivité, sur la fréquence de la conviction que il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des obstacles, mais si je suis convaincue de quelque chose, c'est que j'ai la capacité de surmonter tout ce qui va se présenter à moi. Là, en ce moment-là, tu es sur la bonne fréquence. Là, en ce moment-là, tu pourras détecter les bonnes opportunités. Tu pourras te connecter aux bonnes personnes parce que l'énergie que tu vas dégager va attirer ces personnes-là. Personne n'a envie d'être en interaction avec quelqu'un qui est en énergie négative. Et c'est comme ça, malheureusement, qu'on est le plus souvent quand on laisse les problèmes et les circonstances de la vie qui sont négatives finalement conditionner qui on devient, alors au lieu de s'en servir comme étant un tremplin pour aller en avant et puis finalement révéler tout ce qu'il y a en nous et qui attendait justement ces chocs-là pour pouvoir finalement se présenter au monde et nous permettre de devenir cette personne apte à accomplir sa raison d'exister finalement. Waouh, waouh, waouh. Les filles, là, moi, j'apprends énormément. Et tu sais, quand tu parles de fréquence, d'énergie, en fait, c'est tellement vrai. Parce que, je ne sais pas si c'est la loi de l'attraction, mais plus tu es dans les pensées négatives, c'est des choses négatives qui t'arrivent. Et plus tu commences à voir, enfin, à lâcher prise, à voir les choses d'une autre manière, tu vois que ça devient finalement un cercle vertueux. Quand moi, j'étais petite, j'ai une tata qui aimait me dire Esther, t'aimes trop rêver, tu vois toujours la vie en rose. Je dis, bah, c'est un choix, oui, la vie est belle, la vie est rose. Et même s'il y a des épreuves, des difficultés, je choisis comment est-ce que je les vois. Je choisis ce que je prends dedans, tu vois. Et ça change tout. Vous pouvez être deux personnes à vivre la même situation. C'est-à-dire, comment tu réagis à la situation. Comment tu perçois et tu interprètes cette situation. Détermine la sortie que tu auras. Et ça rejoint aussi ce que tu dis dans, voilà, on va se victimiser, c'est la faute de temps, j'ai pas eu tel moyen, moi je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Mais là, tu fais quoi maintenant? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? On a compris, mais tu fais quoi? Non, mais Exactement. super. Et tu parlais de la loi de l'attraction. En réalité, on n'attire pas les choses à soi, on manifeste ce qu'on incarne. Waouh, ça c'est puissant. Développe. Si tu es dans un esprit de pauvreté, un esprit d'échec, de déception, mais c'est ce que tu vas manifester finalement. C'est ce qui va se matérialiser dans ta vie physique. Mais si tu es dans un état d'esprit de prospérité, de bonheur, de gratitude, ben finalement, c'est ce qui va se présenter. Et c'est comme si finalement, on se dit, ben, le moins match avec le moins, le plus match avec le plus. Ouais. C'est mathématique. Finalement, ce qui va se révéler, se matérialiser dans ta vie ne sera que le reflet de ton monde intérieur. Et moi, j'aime bien ce passage qui dit « Donnez et vous recevrez ». Ça m'avait longtemps intriguée. Et je le voyais plus du côté financier. Je me dis, mais donc, et si quelqu'un n'a absolument rien à donner? Il n'a même pas un rond. Donc, il n'a rien à donner. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à cause de ça, il ne va rien recevoir? Mais en réalité, ça voulait dire autre chose. Ça voulait dire que tu ne reçois que ce que tu as à l'intérieur de toi et que donc tu es capable de donner, donc de manifester finalement. Donc, c'est plus la loi de l'attraction, c'est la loi de la matérialisation, de la manifestation de ce que tu as à l'intérieur. Donc, les filles, là, on change de mindset, là, s'il vous plaît. On arrête de se plaindre, on arrête de pleurnicher, on arrête de voir les problèmes partout. Déjà, le fait que tu sois en vie, que tu sois en bonne santé, que tu aies tout ce que tu as,
bénis Dieu pour ça. Et puis, commence à être, voilà, à manifester la gratitude, à être positive, à marcher avec des gens positifs, qui dans les bérets, dans les kogosa, Ça peut va rien t'apporter. réseauter, voilà. Entoure-toi de mentors. Si tu as besoin de coaching, viens voir Jeanne, elle va te reprogrammer. Voilà, et puis ça te permet d'être dans un environnement sain qui te permet d'aller de l'avant. Waouh, c'est super. Alors, on va évoluer encore dans ton entrepreneuriat finalement, où là, tu commences et puis il y a des difficultés, mais tu arrives à les surmonter. Est-ce que tu as une routine bien précise ou une organisation? Parce qu'en même temps, tu es maman, tu es épouse, il y a le business. Comment tu arrives à trouver l'équilibre dans tout ça? Bon, déjà, il faut se connaître. Il faut savoir quel est son mode de fonctionnement. Moi, je suis quelqu'un qui suis inspiré la nuit. Donc, du coup, je ne suis pas du matin. Le matin, tu me prends très tôt. Non, je suis vraiment en slow motion. Tu vois. Donc, après, je vais organiser ma journée de sorte à ce que, même ensuite, quand je rentre chez moi, après que tout le monde soit couché, que j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire, mais là, tu commences. Je vais travailler, je vais me pencher sur tout ce qui nécessite une grande concentration, beaucoup de créativité. Et c'est là où j'ai l'impression que mon esprit est ouvert, tout est calme, etc. Et puis j'arrive complètement je dirais, à effectuer ce que j'ai à faire. Et après, on parle souvent de comment est-ce qu'on fait l'équilibre entre sa vie de famille, sa vie professionnelle et même sa vie personnelle en tant que femme, parce que j'estime que tout ça, c'est des aspects de nous-mêmes. Et quand il y a un élément à mettre de côté, c'est notre vie personnelle, c'est notre bien-être personnel qu'on met de côté. Mais si en tant que femme, tu n'es pas bien dans ta tête, tu ne te sens pas épanouie en tant qu'individu, tu ne peux ni être une bonne mère, ni être une bonne épouse. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Il faut faire les choses par étapes et en fonction des périodes. Il y a des moments où forcément, quand tu es en train de lancer ton business, ça sera très prenant. Intense, ouais. Donc, à ce moment-là, tu ne pourras pas accorder autant de temps que tu le voudrais à ton mari et à tes enfants. Mais c'est là qu'il est important de savoir qu'on est une équipe finalement tous. Il faut pouvoir avoir des discussions tant avec son époux qu'avec ses enfants pour leur expliquer que, écoutez, en ce moment, je suis vraiment dans une période critique qui va me demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, où je ne serai matériellement pas aussi présente que je l'aurais voulu. Mais, et surtout aux enfants, ça ne remet pas en question ce que je ressens pour vous, le fait que je vous aime, etc. Mais c'est un moment. Et maman a besoin que vous la supportiez pendant ce moment-là. Parce que souvent, on présume que les enfants savent, mais ils n'ont pas le même niveau de maturité, de logique que nous. Et donc, ils font très vite ils tirent très vite des conclusions sur la base d'attitudes qu'on a, si on n'a pas pris le temps de leur expliquer au préalable le pourquoi du comment. Donc, c'est vraiment pouvoir établir ce cadre de dialogue assez clair avec tout le monde et puis de se dire, OK, quand je suis en train de travailler, c'est le travail. Je travaille. C'est-à-dire, j'essaie de me départir de ce sentiment de culpabilité qui fait que je ne suis pas à fond dans mon travail parce que je suis en train de penser à autre chose. Et quand je suis avec ma famille, je suis à fond avec ma famille. Mais je ne suis pas que pendant que je suis en train de penser au travail. Parce que ma présence ne sera pas qualitative. Et ça se ressent. Et je pense que c'est ça qui fait le plus mal. Et puis après, en fonction de son évolution, on essaie, mais voilà, de répartir le pourcentage de temps qu'on accorde, d'augmenter ici. Mais c'est vraiment un travail d'équilibriste que nous, les femmes, nous devons subir. Parce que les hommes... toutes les femmes. Les hommes n'ont pas ce pression mentale. On ne pose jamais la question de savoir comment est-ce que vous arrivez à équilibrer votre vie professionnelle et votre vie familiale. On ne pose jamais cette question aux hommes. Parce qu'on estime que... Mais voilà, s'ils ont une priorité à donner, ça sera à leur vie professionnelle. Et puis ensuite, à côté, c'est la femme qui doit gérer tout ça. Donc, maintenant, c'est à nous de trouver les bons moyens, d'être beaucoup plus fort, de s'étirer encore plus. Mais en réalité, c'est parce qu'on a
on a la capacité Yes. pour le faire et on est beaucoup, beaucoup plus forte que ce qu'on pense et que ce que les hommes pensent également. Yes, ah ça j'adore. Alors, chers messieurs les hommes, bon, vous le savez déjà, hein, les femmes ont un tel pouvoir et un tel potentiel qu'une femme qui ignore ça va rester là à se plaindre, à pleurer. Juste un exemple. Tu vois, parfois à la maison, tu veux changer un peu la déco et tout. Et chérie, est-ce que tu peux pousser un peu le canapé après? Oui. Bon, finalement, c'est dans 2 semaines. Et le jour, tu es fâché, tu changes tout. Et quand il arrive, mais comment tu as fait ça? Je dis, je sais pas. Du moment où elle veut, il y a une force, je sais pas, qui vient d'où. Et tu vois, elle est à fond et fait plein de choses en même temps. Donc, celle qui trouvait des petites excuses, j'ai pas le temps, il y a telle chose. Arrêtez de trouver des excuses. Si vous voulez le faire, vous allez aller puiser en vous la force qu'il faut et puis vous allez arriver à le faire. Ça, c'est génial, franchement. Alors, on va bifurquer dans un autre sujet qui concerne les investissements. Donc, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise avec Reflet Consulting. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as d'autres types d'investissements à conseiller à des femmes qui sont entrepreneurs ou salariés pour avoir d'autres sources de revenus complémentaires? Oui, je pense qu'il y a on va dire les sujets d'investissement sont quand même assez légion. Et après, c'est à chacune de voir en fonction de sa sensibilité, de ses intérêts, de son appétit au risque pour définir donc les types de financement qu'elle veut faire. Moi, particulièrement, l'investissement immobilier, Tout le monde parle d'immobilier ici. Hein. Oui, tout le monde parle d'immobilier parce que moi, j'ai grandi dans un environnement où j'ai décrié cela, où je me suis dit, il aurait été vraiment très intéressant pour nous en tant qu'enfants d'avoir des parents qui aient créé un patrimoine immobilier. Ouais. Surtout à une époque où ça ne coûtait pas grand-chose. Ça n'a pas été le cas. Donc, je dis, aujourd'hui, je n'ai pas envie de répéter les erreurs de mes parents. Donc, quand je s'attelle à faire, en tout cas avec mon époux, c'est vraiment de constituer un patrimoine immobilier qu'on va léguer à nos enfants et puis qui va continuer de prendre de la valeur au fur et à mesure, bien entendu, en leur inculquant les bonnes pratiques en termes de gestion. Et après également, voir des activités. Souvent, il y a des activités qu'on néglige, mais qui sont des activités basiques, qui permettent de satisfaire des besoins qui sont des besoins basiques, tangibles, et qui ne vont jamais faire défaut. C'est ça. Par exemple, que ce soit la terre, que ce soit l'élevage, que ce soit des investissements dans de la transformation, pas forcément à grande échelle, mais la transformation de matières premières, même à une petite échelle. Je pense qu'il est intéressant de regarder ça. Souvent, on est sur les grandes stratégies, de grands projets, etc. Mais ce qu'on arrive à générer comme argent, avec de la terre, avec vraiment ces activités, je dirais, nourricières, on n'en a pas idée. Hein. Il y a des personnes qui sont milliardaires à faire ça. Ouais. Donc, je pense que souvent, il faut descendre un peu de son piédestal et puis ne pas avoir honte de ce que les gens vont dire, que tu vends du poulet, tu cultives des aubergines. Oui. So what? Cultivateur est fier. Cultivateur est fier. Ouais. Mais je sais que c'est des activités qui ne vont pas forcément demander de gros investissements avec lesquels on va commencer petit à petit et puis ensuite avoir des parcelles qui sont plus importantes. Moi, c'est vraiment là, maintenant, c'est sur ça que je suis. Hein. Jeanne Sissoko Zézé est dans les activités nourricières avec la terre, l'élevage. Non, mais c'est tellement vrai ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, on regarde notre jeunesse, il y a un vrai besoin. Les gens ont besoin d'avoir une source de revenus, d'avoir du travail. Et puis, on sait les problématiques sur le marché de l'emploi. Les amis, créez votre emploi, devenez employeur et employez d'autres personnes. Et justement, comme tu disais, il faut qu'on descende de notre piédestal. Vous n'imaginez pas, comme elle disait, les sous qu'il y a à se faire dedans. Et attendez, on ne va pas commencer avec genre un projet de 100 millions. Qui va te donner son argent pendant que tu n'as jamais rien fait? Exactement. Commence tout doucement, fais tes preuves.
Et quand il y a des preuves, les gens vont te chercher même pour investir dans ton projet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de phénomènes, que ce soit la drogue en milieu scolaire, que ce soit les phénomènes de busy, comme on les appelle en Côte d'Ivoire. Mais les filles, il y a trop de choses à faire. Trop de choses à faire. Il faut juste enlever la honte. Il faut juste enlever sa fierté, son orgueil. Et puis, se battre pour y arriver, quoi. Je suis entièrement d'accord. Alors, on tire vers la fin de cette émission, même si je n'ai pas envie qu'elle finisse. Et moi donc? Parce que là, on a appris énormément de choses aujourd'hui. Est-ce que là, maintenant, tu as un mot à faire passer à une jeune fille, à une femme qui t'écoute et qui te regarde comme ça, qui dit j'aimerais trop être Madame Zézé ou être Jeanne. Est-ce que tu as un conseil à lui donner pour qu'elle quitte en fait de cette situation A où elle est pour arriver à son idéal? Déjà, la première chose que je voudrais dire à cette jeune fille, à cette jeune dame qui regarde ma vie aujourd'hui et qui se dit qu'elle veut me ressembler, c'est de savoir que ma vie n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Là, j'aurai quoi? J'aurai 47 ans dans une dizaine, pas, hein? dans une dizaine de jours. Et si tu compares ta vie aujourd'hui à ma vie après quoi? Une bonne vingtaine d'années de parcours, etc. Forcément, tu auras l'impression que tu es en retard. Mais en réalité, tu n'es en retard par rapport à personne parce que tu n'as à te comparer à personne. Et chacun a son couloir de vie. Et lorsque tu as l'impression que tu trimes trop, que tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est très probablement parce que tu es dans un couloir qui n'est pas le tien. Yes. Tu es en train de te débattre dans le couloir de quelqu'un d'autre alors que ton couloir est là parce que tu n'es pas attentif à ce que tu dois faire, parce que quelque part, tu laisses le qu'en dira-t-on, l'opinion des autres, etc., définir ce que tu dois faire comme activité, pensant peut-être que l'activité que tu voulais faire à l'origine n'est pas assez valorisante, mais c'est ton couloir. Et tant que tu seras en dehors de ton couloir, tu ne pourras jamais exceller. Quand tu es dans ton couloir, tu arrives à exceller parce que tes capacités, ton talent, ton potentiel vont se révéler et c'est ce que tu es appelé à faire. Donc, les choses vont se faire avec beaucoup plus de fluidité que ce que tu fais peut-être en ce moment. Et ce que tu dois savoir, c'est que ton potentiel, il est illimité. La seule chose qui te limite, c'est ton état d'esprit. C'est ce que tu t'es imposé toi-même comme barrière, bien entendu sur la base des expériences que tu as vécues. Mais qui a dit que ton futur doit être le reflet de ton passé? Yes. Est-ce que finalement, tu te retrouves dans une situation où tu as plus confiance en ton passé que tu n'as confiance en ton futur? Alors que ton futur, c'est le champ des potentialités. Tout est possible. Tu peux construire ce que tu veux. Yes. Si tu es persuadé que tu en as les capacités et que tu mérites d'obtenir ce que tu souhaites obtenir. Donc, si tu as quelque chose en toi aujourd'hui que tu es convaincu que tu dois faire, si tu as cette conviction, laisse le regard des autres. Laisse tes doutes, tes peurs, mets-les de côté et fais le premier pas. Vas-y et tu verras comment est-ce que les circonstances vont se plier à ton courage et à ta détermination. Les opportunités, on ne sait jamais d'où ça vient. On ne sait jamais comment est-ce que les choses doivent se passer. Mais quand tu es sur la bonne fréquence, quand tu es sur la fréquence de la foi, ça veut dire que tu as la ferme conviction de ce que tu veux et que tu fais la démonstration de ce que tu n'as pas encore vu. C'est-à-dire que tu te comportes aujourd'hui comme si tu avais déjà obtenu ce que tu cherches. Parce qu'à la fin de la journée, c'est juste que ça y est encore dans l'invisible et ça n'attend que toi pour se matérialiser dans la matière, dans ta vie de tous les jours.
Je voudrais vraiment, toi qui suis ce podcast, ce n'est pas un hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la Non. vie, il n'y a que des synchronicités. Je voudrais que tu prennes vraiment conscience de ta valeur, de ton potentiel, et que tu ne laisses plus ni qui que ce soit, ni les circonstances de ta vie t'arrêter parce que tu as un potentiel illimité et que tu as la responsabilité d'accomplir ce pourquoi tu as été créé de manière aussi délicate. Waouh, que puis-je rajouter après cette magnifique conclusion? Franchement, Jeanne, c'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Je pense qu'une femme ou un homme qui va écouter ce podcast, il y a un truc qui va se passer, forcément. Et comme tu dis, il n'y a pas de hasard. Donc, je bénis Dieu pour ta vie, pour cette femme exceptionnelle que tu es. Pour tous ceux qui veulent faire vraiment ce changement-là, tu es coach en programmation neurolinguistique, donc tu accompagnes dans la transformation, d'où ton événement Transformation Day. Le prochain aura lieu quand? La prochaine Transformation Day aura lieu en septembre, pas en octobre cette année, donc en septembre, donc la dernière semaine de septembre. Je vais commencer la communication là dans pas longtemps. D'accord. Donc, inscrivez-vous. Franchement, moi, pour avoir fait rayonner à Paris, c'était juste magnifique. Et rayonner, c'était un condensé, un échantillon de la Transformation Day. Où est-ce qu'on peut te contacter sur les réseaux? Bien sûr, sur toutes mes pages, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et TikTok aussi. Donc, c'est toujours le même nom, Jeanne Sissoko Zézé. Super, parfait. Alors, merci en tout cas à toi. Merci à vous qui avez suivi cette émission. J'espère que vous avez tout bien noté et surtout que vous allez passer à l'action. On se retrouve dans un autre épisode de Business au féminin. Ciao.